Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais aborder la littérature des femmes qui écrivent en Haïti et j'ai intitulé le cours « Les femmes écrivent dans l'œil du cyclone ». Alors, cette présentation de la littérature des femmes va tourner autour de plusieurs interrogations. Qu'est-ce qui fait sens dans l'écriture des femmes? À quoi est-ce qu'elles donnent sens? Qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur la société haïtienne et sur le monde? Qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur nous-mêmes, femmes ou hommes? Et de quelle esthétique participe cette mise en forme? Et quelles sont les femmes qui écrivent en Haïti? Parce qu'on peut parler des femmes haïtiennes. D'abord, quelles sont les femmes qui écrivent? Plus on monte dans l'échelle sociale, plus on va vers des couches sociales occidentalisées et des structures familiales qui s'inscrivent dans un modèle occidental. Ces femmes représentent une minorité sociale et culturelle. On a déjà parlé beaucoup de la formation sociale haïtienne, mais ce sont elles qui majoritairement ont écrit jusqu'à vraiment une époque très récente. Donc pour vous situer, quelles sont les femmes qui écrivent en Haïti? Et elles ont toujours écrit majoritairement en français, évidemment. Il est couramment admis que dans toutes les sociétés et dans toutes les grandes religions, il n'existe pas de société plutôt ou de grande religion qui n'exile la femme et le mystère de son sexe aux limites de la culture, de ce qui la menace, mais aussi de ce qui, à partir de quoi ou contre quoi, la socialité et la théorie s'élaborent. Mais nous verrons que ça, c'est une hypothèse qui aurait une universalité de la représentation des femmes et de la place des femmes dans la société. On va voir qu'il y a des nuances. Et j'avais mis en introduction à ma leçon inaugurale, j'avais parlé de Michelet et de la sorcière, pour parler justement de le mystère de la femme. Michelet dira de nous, nature les a faites sorcières. Il choisira la figure symbolique de cette sorcière pour raconter toute l'histoire du Moyen-Âge, mais aussi toute l'histoire des révoltes de la paysannerie en France. La sorcière cueille les plantes médicinales, elle communique son énergie aux faibles, elle invoque les morts, elle offre au désespoir collectif une compensation. Et surtout, elle cumule un savoir. Ce savoir qui sera justement marginalisé quand on va entrer dans ce que Husserl appelle les tunnels des sciences. Et on va s'éloigner, comme il le dira lui-même, dans ce qu'il appelle l'oubli de l'être. Donc la femme, quelque part, conservera, même de manière peut-être même connue d'elle-même, ce savoir-là. Cependant, il existe d'autres formations sociales originales où la femme est une figure organisatrice par excellence. Ces formations sociales que l'on appelle matrifocales sont nées dans la Caraïbe, des mesures de la colonisation et de l'esclavage. Ce dispositif ne s'expliquant que par l'adaptation à des conditions historiques et économiques particulières. La femme mère est en effet la figure stable autour de laquelle on se rassemble, que ce rassemblement se traduise ou non par la présence physique. Point focal, la mère ou toute autre figure féminine est le pôle où converge, par où transite l'ensemble des relations. Cette analyse de Jacques André dans l'inceste focal vaut pour l'ensemble majoritaire de la population, avec des nuances que je vais justement vous exprimer là tout de suite. Dans la paysannerie, par exemple, avec les Lacous, on a des relations matrimoniales particulières avec le plaçage, le concubinage et une organisation communautaire au sein d'un même espace qui est aussi un espace sacré, spirituel. L'homme n'est pas absent, mais c'est la femme qui assure la liaison entre la campagne et la ville. C'est elle qui va vendre les produits dans les marchés des bourgs et des villes, ce qui lui confère incontestablement un pouvoir, parce qu'elle va d'un lieu à l'autre et a une connaissance, une ouverture vers l'extérieur qu'elle a. Beaucoup d'entre nous, nous aimons les appeler les ministres des Finances, puisque c'est elles qui négocient les ventes sur les marchés et qui gèrent financièrement souvent l'ensemble familial. Les chefs spirituels étaient en majorité des hommes, même dans l'espace traditionnel, mais les femmes l'étaient aussi.
donc ont toujours assumé ce rôle avec le même pouvoir que les hommes. Donc il n'y a pas d'un côté les hommes qui auraient un pouvoir spirituel exclusif et les femmes d'un autre côté. Le Hungan, et à côté du Hungan, il y a la Mambo, qui a exactement le même pouvoir spirituel. Les migrations à partir des années 60-70, avec l'exode rural intensif vers les villes, ont quelque peu modifié ces structures. On va voir dans quel sens. Dans les villes, dans les milieux populaires urbains, qui représentent aujourd'hui 60% de la population, on a une structure dominante qui est la famille monoparentale avec la mère au centre. C'est surtout dans ces couches urbaines populaires que le père est absent. Masculinité plus difficile à assumer qu'en milieu rural à cause des conditions économiques. Ce qui fait dire souvent que nous avons dans les couches populaires urbaines majoritaires des mères et des fils. Mais là encore, nuance, depuis une vingtaine d'années, la société change. Il est beaucoup plus courant aujourd'hui de voir, par exemple, dans les rues à Port-au-Prince, des pères emmener leurs enfants à l'école le matin, ce qu'on ne voyait pas il y a 25 ans. Donc il faut toujours nuancer et ne pas rester dans des, comment je pourrais dire ça, des explications figées, parce que c'est une société qui bouge énormément. De plus, on va avoir beaucoup plus de femmes qui assument le rôle de mambo en ville. Donc, d'ailleurs, c'est elles qui représentent souvent, quand il y a une représentation politique de la religion vaudou, c'est souvent des femmes qui le font. Elles officient et elles animent même le plus souvent aujourd'hui des émissions à la radio pour vulgariser et pour parler de la religion vaudou. Dans les villes, ce sont aussi les femmes qui dominent l'économie informelle. Certaines sont très pauvres, tandis que d'autres représentent une vraie puissance économique. Cette économie non entièrement prise en compte par les statistiques représente la colonne vertébrale, finalement, aussi du pays. Mais cette centralité que je viens d'exposer n'a pourtant pas empêché la loi de minorer la femme, d'une part, et d'autre part, on attend encore une représentation politique de ces femmes qui correspondrait justement à cette forme cette puissance économique et sociale. Elle n'existe pas. Et d'où l'idée pour moi de cette métaphore de l'œil du cyclone. Pourquoi cette métaphore? Pourquoi le cyclone et pourquoi l'œil? La définition la plus courante d'un cyclone est que c'est une perturbation atmosphérique sous l'aspect d'une grosse masse nuageuse associée à une dépression avec des vents tourbillonnants de plus de 120 km/h. Mais le cyclone est aussi composé d'un œil en son centre, où les vents sont très faibles malgré la tourmente qui l'encercle, où les précipitations sont rares malgré les trombes tout autour, et où, parfois, suprême grâce, il est possible d'observer le ciel bleu ou les étoiles. En plein milieu des vents, un espace central demeure où le firmament se laisse voir, où l'on peut jouir des vents calmes malgré l'agitation environnante. L'agitation environnante, c'est ce monde de bruit, de sang, de fureur, celui des conquêtes et des malheurs de ce monde que les hommes ont voulu dominer et qu'ils tendent à amener vers une destruction irréversible. Ce qui ne sous-tend surtout pas que les femmes n'ont pas exercé, elles aussi, le bruit et la fureur par la violence politique, économique ou physique, dans le concert de bruit et de fureur. Et nous aurons, par exemple, dans le corpus que je vais présenter, justement une femme qui politiquement a exercé la violence. Donc il ne s'agit pas d'essentialiser cette centralité, évidemment, parce que c'est un construit historique et social. Donc il n'y a pas d'étanchéité entre cet œil du cyclone et les bruits alentours. Il y a tout simplement que les femmes, de par leur histoire, ont occupé cette centralité sans qu'il y ait une représentation politique, comme je le disais la dernière fois, et sociale, correspondant justement à cette centralité de leur place. En Haïti, nous écrivons toutes, puisque je suis écrivaine, de ce lieu, de cet œil qui est central, qui renvoie à la centralité des rôles que nous tenons, et paradoxalement qui est aussi le lieu de notre exclusion. La loi, inspirée majoritairement du Code Napoléon, a voulu non seulement contrôler les femmes, leur corps, mais travailler à leur invisibilité. Il s'agit donc pour nous de penser de manière problématisée la place des femmes dans cette société et surtout la représentation qu'en font nous, autrices et écrivaines. Donc, travailler sur les silences de l'histoire et les impensés anthropologiques. Et
Ferenc Heller concluait il y a quelques années, dans un article consacré aux romancières noires et juives américaines, que leurs œuvres invitaient les hommes, après qu'ils aient mis tant de désordre dans le monde, avec leur volonté de conquête et de domination, à commencer à goûter modestement à l'ordre que les femmes avaient pu y maintenir et repenser avec elles le monde. Je m'appuierai d'une part sur quelques références du féminisme, Angela Davis, Simone de Beauvoir. Angela Davis, il faut le rappeler, qui a été une pionnière dans l'idée de croisement des situations de classe, de race et de genre, avec son livre Race, classe, sexe. Et Kimberlé Crenshaw, universitaire féministe africaine-américaine, qui en 1991 a pensé et théorisé l'intersectionnalité au sein du mouvement du Black féminisme. Alors, je reprends rapidement. L'intersectionnalité est l'examen des situations des personnes sous le joug simultané de plusieurs systèmes d'oppression, en postulant que ces systèmes, sexisme, racisme, classisme, ne font pas simplement que s'additionner entre eux, mais créent des situations spécifiques. Mais, et là c'est encore une nuance, l'intersectionnalité ne prend pas en compte la colonisation, et en ce sens demande à être réadaptée à nos histoires caribéennes. Par exemple, pour analyser le dernier récit que je présente dans le corpus, le récit d'initiation de Mimose Beaubrun, je me suis servi en partie des thèses assez audacieuses mais inspirantes de Oyeronke Oyewumi, qui est une Nigériane, dans The Invention of Woman. La logique qu'est-ce qu'elle dit? La logique culturelle des catégories sociales en Occident est basée sur l'idée d'une détermination biologique. Cette conception que la biologie est la base sur laquelle repose l'organisation de la société. Cette logique culturelle est une biologique. La présence ou l'absence de certains organes détermine une position sociale. En pays Yoruba, dit-elle, avant la colonisation, ce n'était pas le cas. Donc ce n'était pas le biologique qui régissait la position sociale ou les activités sociales dans la société Yoruba. Si le monde a été divisé, comme le soulignait Simone de Beauvoir, selon une représentation sexiste des rôles, les femmes dans les tâches d'immanence, les hommes dans les tâches de transcendance, dans les sociétés afro-caribéennes, cette immanence qui devait reléguer la femme dans les marges avait préservé la majorité d'entre elles du bruit et de la fureur du monde, comme je disais, puisque nous sommes encore dans l'œil du cyclone. Comme si cette position avait fait grandir en nous non point l'héroïsme des conquêtes et des ravages, mais l'instinct de survie de l'espèce. Malgré le caractère non sexué de cette activité, qui est l'écriture, force est de constater que la femme est en situation. Et être en situation pour une femme, c'est se demander quelle est la place que l'histoire, la société lui ont dévolue. L'écrivaine serait sommée de dépasser sa situation doublement, sur le terrain de son identité assignée, comme sur celui de la littérature, comme le font tout écrivain, toute écrivaine, qui vient véritablement troubler les certitudes du monde à sa façon. Et vient troubler cette certitude par ce qui constitue son savoir intime, son savoir secret. Devant la feuille blanche, nous éprouvons les mêmes angoisses, l'écriture n'étant pas en soi une activité sexuée, les mêmes angoisses que l'homme, face au seul combat qui vaille pour qui veut créer, l'homme ou la femme, qui est le combat contre le temps, donc contre la mort. Même si cette littérature n'est pas sexuée, qu'il n'existe pas deux langues, l'une masculine, l'autre féminine, on doit quand même on peut se permettre de dégager un certain nombre de constantes, susceptibles de dessiner les contours d'une grande parole propre aux femmes, par leur situation précisément. Les perspectives différentes qui font que nous sommes beaucoup moins dans la projection que dans l'introversion. Par exemple, c'est Marie Chauvette qui, la première, va introduire le monologue, véritablement le monologue moderne dans le roman haïtien. Technique qui sera reprise ensuite par des écrivains comme Jean-Claude Charles et Dany Laferrière. Micheline Dussek sera la première à déserter les deux langues nationales, français-créole, pour écrire en espagnol. Je l'avais déjà dit. Et Louise Gentica est la première à le faire en anglais. C'est une intuition qui vient confirmer ce que dit Myriam Chancy dans son livre Framing Silence, à savoir que les femmes vont vers ce chemin précisément
de cette intimité parce qu'elles vivent le patriarcat et la manière dont le patriarcat définit le nationalisme ou l'identité à leur façon. L'absence ou la moindre prégnance de certains thèmes comme la question identitaire ou nationale chère aux hommes est telle que pensée par eux. Ce qui amène les femmes à transgresser les idéologies nationalistes traditionnelles et reformuler la nation et l'identité à travers le prisme du personnel et du communautaire. Là, je cite Myriam Chancy dans son très intéressant livre « Framing Silence ». On retrouve l'espace domestique ou intime qui acquiert la dimension d'un univers en soi. Leur distance ou non par rapport aux normes de langage. Les femmes avaient tendance à respecter beaucoup plus les normes de la langue. Avec quelqu'un comme Yannick Jean, on s'inscrit dans une subversion de la langue beaucoup plus intéressante et beaucoup plus dans le sens de quelqu'un comme Davertige, par exemple, ou Magloire Saint-Aude. Et elle rappellera, vous verrez ces textes, beaucoup plus Clarice Lispector ou Hélène Sixtus. La place du créole, sa présence ou non, ou son mode de présence quand il est utilisé. Évidemment qu'il y a une sorte de coupure de genre des langues. La femme utilise moins volontiers le créole que l'homme, puisque le créole est connoté plus vulgaire, plus populaire, et forcément, les femmes ont mis beaucoup plus de temps à s'emparer du créole et à écrire dans la langue créole. Mais depuis quelque temps, ce n'est absolument pas le cas. Elles écrivent de la poésie en créole. Il y a même eu un premier roman en créole qui a obtenu, par une très jeune femme, qui a obtenu il y a 2 ans le prix Deschamps. La question des genres littéraires. Les femmes commencent à faire entendre leur voix d'abord dans le roman et la nouvelle, dans la poésie de manière assez timide jusqu'aux années 90, mais à partir de 86, c'est dans la nouvelle et le roman que la femme s'impose. Et à ce moment même où le corpus traditionnel haïtien lui-même était en train de changer. Comme je l'ai dit la dernière fois, avec les écrivains de la diaspora qui ont commencé à beaucoup plus écrire sous la forme du roman que de la poésie, le corpus traditionnel haïtien était dominé par les hommes et la poésie. Donc il y a un changement majeur qui s'opère à partir des années 86. Non seulement un glissement vers du genre, et en même temps les femmes qui s'imposent par le roman et la nouvelle. Et évidemment, la récurrence du thème du corps, c'est une manière dans les romans et dans l'écrit des femmes de se défaire du contrôle du corps et de rendre ce corps visible à notre façon. Mais il y a très peu de femmes d'origine populaire qui ont écrit jusque-là. Et on avait très peu de témoignages sur cet autre rapport au corps, cet autre rapport à la langue, et ce que nous allons voir avec un texte de Mimose Beaubrun qui s'appelle Nandomi, qui est le récit de son initiation. Alors, ce qui est intéressant, on rappelle, par exemple, Michel Foucault dit qu'à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle apparaît une nouvelle technologie du pouvoir, il l'appelle la biopolitique, qui a affaire à la population, et à la population comme problème politique, comme problème scientifique et comme problème biologique. Ce qui apparaît, c'est un corps multiple, corps à nombre de têtes, sinon infini, du moins pas nécessairement dénombrable. Et c'est à partir de ce moment-là que l'ordre du monde devient incorporé. Et c'est cette biopolitique qui va être appliquée, comme le dit Anne-Laura Stoller, par l'Empire dans l'ensemble des colonies à partir du XIXe siècle. Et qui va s'inspirer évidemment de la logique, de cette biologique dont parle Michel Foucault, mais avec une nuance. Il fallait codifier les rapports pour que soient sécurisées les frontières où les rencontres entre hommes-femmes étaient possibles. Donc il fallait une politique des affects et qui est devenue un véritable enjeu stratégique dans les colonies. Mais ce qui est intéressant avec Haïti, c'est qu'après 1804, la volonté majoritaire de tourner le dos à la fois au système plantationnaire et au système néocolonial mis en place passe par cette échappée du corps par le vaudou. Donc il sera toujours difficile de pouvoir exercer un contrôle, une biopolitique, si je peux dire, par justement cette échappée. Donc ce marronnage ne va pas seulement être un marronnage de forme politique, un marronnage social, ça va être un marronnage par cette échappée du corps.
Donc si je dois relier ce cours à l'intitulé de ma leçon inaugurale, il est évident que les femmes sont dans une urgence de dire, à la fois par rapport à la question de la domination de genre, de classe et de couleur et de race, mais aussi dans un rêve d'habiter un lieu de non-exclusion, le lieu de l'écriture qui se doit de rester évidemment imaginaire. Alors, j'ai choisi un corpus depuis le début du XXe siècle. Le premier texte que nous avons, c'est un texte de Cléante Valsin. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous n'entendent ce nom que pour la première fois. Elle écrit au début du XXe siècle. Et c'est évidemment un texte tout à fait à l'eau de rose, un peu bleuette. Alors là, elle découvre que l'homme, le jeune homme qu'elle rencontre à Paris, puisqu'on l'a envoyé faire des études, se trouve être son demi-frère parce que son père avait eu un fils, voilà. Alors on va lire parce que c'est tout à fait significatif de ce que les femmes de la bourgeoisie écrivaient en 1929. Mais c'est mon portrait, fit Adeline, avec douleur, en fixant le médaillon. C'est moi-même, vais-je devenir folle? Je sens que ma tête, quelque chose qui bouillonne comme le crépitement des balles qui, pendant les guerres civiles d'antan, me faisait tant trembler. Je ne puis plus rassembler mes idées, je suis donc folle, ma raison s'en va peu à peu et je ne puis la retenir. Oh, que je souffrais quand je voulais attraper une libellule qui s'enfuyait. Et je ne puis même pas pleurer devant la fuite de ma raison, larmes brûlantes d'autrefois que j'ai versées capricieusement, larmes d'enfant dorloté. Groupez-vous encore en mes yeux pour que je pleure, je suis paralysée et stupéfiée, mais je ne souffre pas. Voilà. Au secours, fit-elle dans un sanglot et s'évanouit. Entre Cléante Valsin et Marie Chauvette, vous allez voir, la différence est évidemment frappante. Entre-temps, il y a eu d'autres écrivaines à écrire un certain nombre de textes. Je veux parler de Annie Desrois, je veux parler de Marie-Thérèse Collimon, Paulette Pougel-Oriol, mais celle qui va vraiment marquer, c'est Marie Chauvette. Lord Ansteller, que je cite encore dans la chaire de l'Empire, nous rappelle à juste titre que l'ordre du monde est incorporé, autrement gravé dans le corps. D'une part et d'autre part, le corps non blanc participe au fantasme colonial et c'est particulièrement du corps des femmes dont ce fantasme va se nourrir. Dans les situations coloniales, c'est toujours la question raciale qui est posée. L'ordre racial fonde l'ordre colonial et son système de représentation. Il sera impossible, dans la société postcoloniale, dans la nouvelle colonisation qui se met en place à partir de 1804, donc qui succède à l'indépendance, de se défaire de ce système de représentation. Ce ne sera plus la question raciale, ça va être en Haïti la question de couleur. Alors, la trilogie de Marie Chauvette, il y a amour, colère, folie. Dans Amour, qui est le premier texte de la trilogie, je prends un passage. Je suis née en 1900, époque à laquelle les préjugés battaient leur plein dans cette petite province. 3 groupes s'étaient formés qui vivaient aussi isolés, l'un de l'autre que des ennemis. Les aristocrates, dont nous faisions partie, les petits bourgeois et les gens du peuple. Tiraillés par l'ambiguïté d'une situation particulièrement délicate, je commençais dès mon jeune âge à souffrir à cause de la couleur foncée de ma peau. Cette couleur acajou, héritée d'une lointaine aïeule et qui détonnait dans le cercle étroit des blancs et des mulâtres blancs que mes parents fréquentaient. Mais c'est le passé et je ne tiens pas, pour l'instant du moins, à me tourner vers ce qui n'est plus. Au dire de Paul, je me suis empoisonné l'esprit en m'instruisant. Mon intelligence sommeillait et je l'ai réveillée. Voilà la vérité. De là l'idée de ce journal. Donc nous suivons le journal de cette sœur. Je me suis découvert des dons insoupçonnés. Je crois pouvoir écrire. Je crois pouvoir penser. Donc c'est une prise de pouvoir de cette sœur exclue par l'écriture. Réduire ma vie intérieure à la mesure de l'œil. Voilà mon but, la noble tâche. On en revient donc à la question de couleur, qui n'est pas la question de la race, c'est la question de couleur, mais qui n'est un sous-produit de la question de la race. Donc on est encore dans l'intersectionnalité, le sexe, la race et la classe.
Et Marie Chauvette le pose de manière admirable dans Amour, colère, folie. Je crois que c'est la première écriture que nous avons qui pose ce problème de manière aussi directe. Parce que quand on avait des marxistes comme Jacques Roumet ou Jacques-Stéphane Alexis, évidemment, ces questions étaient renvoyées à des questions d'épiphénomènes, c'était des questions secondaires. Elle brise cette doxa politique et elle dit « Ah non, 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 moi je veux que ce soit posé comme question centrale, aussi centrale que les questions de classe, etc. » On va faire une critique de la politique, mais il faut tout prendre en compte. Donc en ce sens, elle est une pionnière. Et là, je vais citer une plus longue citation du texte de Micheline Labelle qui s'appelle « Idéologie de couleur et classe sociale en Haïti », qui est un texte incontournable et vraiment une référence essentielle. Ce qui est désigné en Haïti comme la question de couleur haïtienne se réfère en dernière analyse aux luttes qui ont opposé et qui opposent encore les secteurs noirs et mulâtres des classes dominantes. Cependant, elle implique une problématique de la couleur qui rejaillit sur toute la société haïtienne, infiltrant à des degrés divers et selon des modalités diverses l'ensemble des pratiques et des discours. Question éminemment politique, hautement subversive à ses heures, question affective également, au sens où elle colle à la peau. Le deuxième passage que je vais analyser avec vous figure dans le deuxième texte de la trilogie, qui s'appelle Colère. Les parents donc, de cette famille, Rose, la famille de Rose, l'héroïne, ce sont des propriétaires terriens dont les terres vont être spoliées par justement les hordes, je pourrais dire, du valériste montante. Mais dans son analyse, l'héroïne commence à se dire mais mes parents avaient cette terre, mais comment est-ce qu'ils les avaient eues et comment est-ce qu'ils traitaient les gens qui étaient sur cette terre? Évidemment, le chef politique, je crois que ça doit être quelqu'un de l'armée, dit au père, pour pouvoir vous rendre les terres, je veux que vous me donniez votre fille. Et c'est le passage où elle est en présence de cet avocat, qui est aussi un milicien. Et voilà le diable, voilà comme elle voit. Ton imbécile de père m'a-t-il appris, est venu me voir pour me supplier de t'épargner. Il pleurait. Tu tiens de lui ta tête de martyr. Et ton frère, qu'attend-il pour entrer dans nos rangs, c'est-à-dire pour devenir lui aussi un milicien? Il n'est pas contre nous au moins. Non, non, calme-toi, je sais bien qu'il n'oserait pas. Sais-tu qui j'étais avant de devenir l'autorité qui étend sur ta tête sa main puissante pour te protéger? Non, je ne te le dirai pas. Tu serais capable de te sauver d'ici et je tiens à toi. Attends, laisse-moi fermer cette porte à clé. Un mendiant pouilleux. Voilà ce que j'étais. Oui, ma belle, un mendiant, méprisé, honni par les inaccessibles têtes de saintes de ton espèce. Et maintenant, ouvre les jambes. Attends, je vais te défaire les cheveux. Tu ressembles davantage encore à une sainte. J'aime les saintes. Autrefois, quand j'étais petit, j'allais m'asseoir à l'église et pendant de longues heures, je les contemplais. Mais les bras en croix. Tu es pâle, tu as l'air de souffrir, tu es parfaite. C'est ça, souffre et tais-toi. Dans ce texte, on retrouve non seulement les rapports sociaux, historiques, entre deux groupes dans une société, et en même temps, une femme qui va subir un viol. Elle subit le viol, mais en même temps, elle essaie de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que les rapports sont arrivés à un tel point qu'elle est obligée de se retrouver dans une telle situation? Et c'est en ce sens que Marie Chauvette va plus loin. Parce que ce qui est intéressant, elle mélange histoire et intimité. Cette parole de la première personne a une force et elle se fait en dehors de toute, comment je pourrais dire ça, d'étendard politique ou d'échafaudage politique qui pourrait enlever à cette parole justement sa force. Et ce qui est intéressant dans le texte aussi, j'oubliais de dire, c'est qu'on va retrouver toutes les constructions sur le corps noir faits par l'Occident, on les retrouve dans les textes de
Marie Chauvet. Et en ce sens, je vous recommande un autre livre essentiel aussi sur cette question, c'est Le corps noir de Jean-Claude Charles. Il a été écrit en 1980, il est d'une actualité remarquable. Et particulièrement les 2 chapitres qui concernent la manière dont on voit le corps de l'homme noir, la manière dont on voit le corps de la femme noire. Et je crois que c'est absolument, ça pourrait jeter un éclairage absolument intéressant sur les textes de Marie Chauvet. On arrive à une autre écrivaine qui est absolument puissante de par son écriture, c'est Yannick Jean. Elle est à la fois poétesse, romancière, et elle va dans le sillage de l'inconnu et du mystère. Et la littérature, c'est quelque chose, elle exploite aussi, elle explore la langue. Et elle dit beaucoup de choses sur la féminité à travers la langue. Ma mission est de trier, ranger, cataloguer, miroir, femelle, lèvres, étonnement au fur et à mesure de la livraison. J'ai la jouissance d'une chambre claire, dorée le matin, rougie du sang des nuages le soir. Ma table de travail est polie et spacieuse. Devant chaque miroir veille un cerbère qui me somme de me nommer et gaspille mon temps. C'est la seule ombre au tableau. Depuis toujours, c'est la même histoire, les mêmes gardes-chuons, sous des déguisements différents, le même trajet, une circonspection massive de leur côté et du mien, la tentation de leur rire au nez. Mais on ne rit pas dans ce labyrinthe-là. Je sens intuitivement une connivence entre le rôle qui m'est dévolu et le matériel octroyé. Je ne sais de quoi est accusé ceci, quel crime a commis cela, mais je sais qu'il me faudra chausser les bottes de l'ogre ou marcher à reculons. Mais comme je suis la nonchalance, je me promène lentement, très loin, à milieu de ces tracas aux odeurs rances. Ma mission est simple, rafistoler, rattraper, mettre en bon ordre. Mon meilleur outil est la certitude que les dés sont pipés. Ça aussi, c'est une écrivaine. Alors, ce passage est tiré d'un texte qui s'appelle « La fidélité non plus ». L'autre écrivaine dont je voulais parler cet après-midi, le temps est très court, donc je dois aller vite, c'est Jean J. Dominique. Et son roman « Mémoire d'une amnésique » est un roman extrêmement intéressant sur le plan formel. Elle est l'une des premières à avoir fait s'alterner la voix d'une héroïne et la voix de celle qui écrit. Et en ce sens, c'était vraiment quelque chose de très intéressant quand elle a fait paraître ce texte au début des années 90. Et là, elle raconte l'expérience d'une jeune haïtienne qui arrive à Montréal, donc l'expérience de l'exil pour une jeune femme. L'arrivée. Alors, son roman s'appelle, Mémoire d'une amnésique. L'arrivée. À la fin d'un automne, j'ai découvert cette ville où j'allais m'engloutir si longtemps. J'aime cette saison qui n'est pas l'été, que je connais trop bien et qui me brûle trop souvent, ni l'hiver que je ne supporterai jamais. C'était un automne chaud, octobre 70 à Montréal. Tu ne peux te souvenir, l'armée dans les rues, l'agitation étudiante, l'angoisse de ces gens qui avaient ignoré l'odeur de la violence dans le quotidien. Moi, je restais impassible. Mon calme les surprenait. Ils ne pouvaient deviner les résonances habituelles de cet insolite automne. Ils ne pouvaient savoir que quelques mois auparavant, quand ce bateau en rade de Port-au-Prince essayait de bombarder les points vitaux de la ville, des obus avaient éclaté dans notre rue, abîmant la fenêtre de la grande chambre. Ils me croyaient indifférente quand je ne manifestais ni surprise horrifiée, ni écœurement au récit des matraquages policiers, des interrogatoires annuels, téléphoniques, épais, sur la tête, pour éviter les recours en justice des victimes à cause d'eux, des traces de coups, des activités illégales de la police. Illégales, un pays où les policiers doivent respecter une loi. Et ils s'étonnaient de mon silence. Et puis une réaction de panique, leur réaction à la vue de ces camions militaires sillonnant la rue. Moi, je déambulais tranquille, dans les rues déjà fraîches, préoccupée uniquement de l'épaisseur du manteau toujours insuffisante. Donc elle faisait la différence entre la manière dont
la police réagissait en Haïti, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de question d'être illégal ou pas légal. La police arrivait, rentrait chez les gens la nuit ou la journée et s'en allait avec parfois une famille entière. Donc c'était une manière de montrer son inscription dans un univers où la loi existe, une inscription dans un univers où les gens avaient des droits. Et évidemment, ça faisait remonter un certain nombre d'images d'Haïti. L'autre écrivaine dont j'ai voulu parler cet après-midi, c'est Edwidge Danticat, qui est une grande voix de la littérature outre-Atlantique aux États-Unis. Et Le cri de l'oiseau rouge, Bright Eyes in Memory, c'est un texte qu'elle a écrit déjà il y a une quinzaine d'années. Ça raconte aussi, et c'est une des premières voix populaires que l'on va entendre dans la littérature féminine haïtienne. Et ça a tout son poids. Féminine et venant aussi d'une famille protestante. Intéressant parce que ce n'est pas une famille vaudouisante, c'est une famille protestante. Donc l'écriture d'Edwidge est toujours enrobée de cette espèce de pudeur un peu, voilà, protestante, quoi. Alors c'est l'histoire de Sophie qui vit avec sa tante en Haïti depuis sa naissance. Sa mère est partie vivre aux États-Unis pour gagner sa vie, quand elle décide de la récupérer à ses 12 ans. Effectivement, c'est un peu autobiographique dans la mesure où Edwidge va elle-même partir aux États-Unis à 12 ans. Mais ce qui est intéressant, elle part aux États-Unis, elle vit dans une communauté haïtienne aux États-Unis. Elle parle anglais, elle va à l'école, son père est chauffeur de taxi, et elle dit dans une interview qu'elle ne va réaliser qu'elle est blanche, enfin qu'elle est noire au contraire, quand elle arrive à l'université. Elle avait tellement vécu à Brooklyn, dans le quartier haïtien, elle se croyait toujours presque en Haïti. Et c'est en arrivant à l'université que ça va être un choc pour elle. Voilà. Là-bas, elle doit apprendre à vivre avec une femme qu'elle n'a jamais vue, donc sa mère, et qui cache bien des secrets, dont celui de sa propre naissance. Alors, c'est la conversation avec sa tante à la veille de son départ. « Mon ange, dit-elle, je voudrais que tu saches que par la parole ou l'exemple, je t'ai appris l'amour. Je dois te dire que j'aime ta mère. Tout ce que j'aime en toi, je l'ai aimé en elle d'abord. C'est pour cela que je ne m'opposerai pas à elle en te gardant ici. Je ne veux pas non plus que tu ailles t'opposer à elle là-bas. Dans ce pays, il y a beaucoup de bonnes raisons pour les mères d'abandonner leurs enfants. » Elle s'arrêta pour enlever la poussière sur les coussins du salon. « Mais tu n'as jamais été abandonnée. Tu étais avec moi. Enfant, ta mère et moi n'avions de contrôle sur rien, même pas sur notre corps. » Elle posa le poignet sur sa poitrine et son ventre. « Quand mon père est mort, ma mère a dû fouiller un trou et juste l'y mettre. Nous sommes une famille avec de la boue sous nos ongles. » Tu sais ce que cela veut dire ? Elle n'a pas attendu ma réponse. Cela veut dire que nous avons travaillé la terre. Nous ne sommes pas éduqués. Mon père n'aurait jamais imaginé qu'un jour nous habiterions une maison que des personnes comme monsieur et madame Augustin habitent. Lui est un instituteur et nous des enfants des mornes, descendantes de paysans. Ce qui est intéressant, elle met aussi quelquefois l'anglais et le créole, petite soyette. C'est l'expression en créole pour dire enfant de pauvre. Ragamuffin. Voilà, elle met les deux. Donc on a le créole et l'anglais. L'autre écrivaine qui est aussi intéressante, donc il y en a beaucoup, j'ai dû faire un choix, je suis certaine que je vais faire des ennemis, mais bon, il a fallu choisir. C'est Marie-Célie Agnan. Elle vit à Montréal et son texte est très fort. Il s'agit de la rencontre dans le sud de la France entre la mer et la montagne, d'une victime et de son bourreau 20 ans après la chute de Duvalier. Antoinette, jeune infirmier, est appelée au chevet de Rosa, qui fut la chef de la milice de Duvalier et qui fit disparaître les parents d'Antoine. Que va-t-il faire face à cette femme, aujourd'hui vieille ? C'est un roman qui s'appelle « Un alligator nommé Rosa ». Alors, c'est une description que fait Antoine de Rosa. Le visage en extase, transfiguré dans une jouissance muette, Rosa s'empare de l'objet. Elle le caresse, fait mine de prendre pour cible ceux qu'elle appelle ses petits soldats.
Elle promène l'arme sur ses joues, sur ses lèvres, sur son sexe, et tout son corps se trouve agité de soubresauts convulsifs. Et c'est alors seulement qu'elle les reçoit en elle, dans une étreinte âpre, rapide et sauvage, où elle semble les engloutir, les avaler pour combler quelques gouffres obscurs. Mais lorsqu'ils partent, il ne la laisse plus que jamais vide, tenaillée par une faim beaucoup plus tenace et inassouvissable, qui en elle mord, car elle sait que dans les coulisses, ces jeunes bâtards se moquent d'elle, la méprisent, comparent en ricanant leur prouesse auprès d'elle. Alors, ce qui est intéressant avec un alligator nommé Rosa, c'est que ce texte nous amène à analyser la violence à caractère politique exercée par la femme. Il ne faut pas croire que parce qu'on est femme, on ne peut pas exercer la violence politique, la torture, tuer ou faire autre chose. Il est souvent difficile de lier la transgression de la loi à la transgression de la définition du genre. On s'imagine que les femmes, où elles sont dans leur mystère, où elles sont dans cette centralité dont je parlais tout à l'heure, c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas d'étanchéité. Or, la femme transgresse la loi par la violence politique. Ce n'est donc pas l'apanage exclusif des hommes. Parler de la violence des femmes, c'est sortir de l'essentialisme, parce qu'elle existe. Et ce n'est pas pour autant nourrir les discours antiféministes. Il faut au contraire investir aussi ce discours sur la violence et l'analyser. Pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu? Quelles sont les circonstances qui l'ont amenée? Même si cette violence est minoritaire par rapport à celle des hommes, il faut aussi investir ce lieu et se demander pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des femmes qui participent à la violence contre d'autres femmes en République démocratique du Congo. Donc il ne faudrait pas non plus essentialiser quelque part les femmes. Et en ce sens, le texte de Marie-Célie Agnan est important. Elle complexifie les choses et elle nous oblige à aller plus loin que juste nos stéréotypes ou nos clichés sur les femmes. Avec Evelyne Trouillot, on a quelque chose d'intéressant aussi, parce que c'est une des peut-être la seule ou la première fois qu'on parle de la traversée. Parce qu'il y a une tendance dans la littérature haïtienne, puisque 1804 avait eu lieu, à la limite, on parle peu de l'esclavage. Il y a peu de romans autour de l'esclavage, il y a peu de romans autour de ce que pourtant les anglo-saxons et surtout les appellent the passage, ça veut dire le passage entre une côte de l'Atlantique à l'autre. Il y a très peu de textes. Or, Evelyne Trouillot vient avec ce texte Rosalie l'infâme pour nous rappeler que ce n'est pas parce qu'il y a eu 1804 que tout est effacé. Il y a encore des choses qui sont là, qui travaillent notre inconscient, qui travaillent nos gestes, notre quotidien. Alors le personnage demande « Raconte Rosalie l'infâme, grande Charlotte ». D'abord, il y a eu ce camp, comme un immense trou entouré de palissades. Un jour, je te le promets, je te parlerai de ces barracons, un jour où tu auras besoin d'elle pour te porter au-delà du moment présent. Un jour où ton besoin sera plus fort que ma peur de retourner là-bas dans ma mémoire. Pas aujourd'hui. Dans le bateau, j'ai découvert une nuit inconnue, sans ciel, sans étoiles, sans brise, avec des corps serrés les uns contre les autres, sans amour ni passion, avec des odeurs et des gestes dépouillés de leur intimité, des étreintes enchaînées et des gémissements continus. Imagine une nuit dont tu ne peux pas compter les lunes, car au-dessus de toi, il n'y a qu'un plafond de bois. Pour fenêtre, tu as les panneaux. Pour univers, les entreponts. La nuit, nos corps et nos esprits ne se reposent pas. Les ténèbres renforcent cette impression de tumulte de chair, pressées les unes contre les autres. Tu passes quelques jours à accorder ton souffle à celui de ta compagne de chaîne. Puis tu te rends compte que ton souffle à elle s'est arrêté, que tu es collé à un cadavre presque raide. Et personne n'entend ton hurlement. Il ne résonne que dans tes oreilles et dans ton cœur. Car il y a certaines de hurlements qui couvrent le tien. Il y a des centaines de hurlements qui couvrent le tien. Quand enfin tu vois le jour, l'odeur du vinaigre utilisé pour nettoyer le pont transforme l'océan en un immense champ brûlant qui t'aveugle et t'asphyxie. Même le soleil ne t'a jamais paru aussi méchant, aussi impitoyable.
Quand il fait beau et qu'il juge que nous avons eu assez froid dans la moisissure de la cale, assez chaud dans la moiteur de nos souffles entremêlés, suffisamment peur dans l'obscurité de la terreur, alors ils nous font sortir sur le pont. C'est le moment de la toilette. Ils nous regroupent et nous jettent de l'eau dessus. Quelquefois, malgré toi, tu te laisses prendre à la douceur de l'eau sur ta peau. Ce contact familier te fait tout oublier pendant une seconde si douce que les yeux fermés, tu voudrais qu'elle dure une éternité. C'est un texte assez beau et je pense assez symbolique pour figurer dans ce corpus. Alors il y a ensuite le texte de Ketli Mars, qui est un texte... C'est un texte où elle raconte l'histoire d'une femme dont le mari a été emprisonné et qui se retrouve devenir la maîtresse d'un colonel de l'armée. Voilà. Donc elle traverse la ligne de victime, elle devient complice du bourreau. Et ce passage raconte ces enfants qui reviennent après un séjour à la campagne. Le père a déjà disparu et elle ne sait pas comment leur dire que le père ne reviendra pas et surtout leur expliquer les changements dans le confort de la maison. Il y a certaines choses qui sont nouvelles et qui sont là. Marie, Marie, viens voir. Il y a un appareil qui refroidit l'air dans ma chambre. Donc, l'amant a offert un climatiseur pour la chambre des enfants. Nicolas cherche sa sœur pour lui montrer sa découverte. Marie se laisse entraîner, à la fois ravie et perplexe. Mes enfants sont rentrés du paillant bronzé, le regard encore habité de grands espaces sereins, du chant des grillons et de la brume le soir dans les pinèdes. Ils me paraissent plus grands après seulement 10 semaines d'absence. Ils se sont émerveillés de la rue des Cigales dans sa robe neuve de bitume, parce que l'amant a aussi fait réparer la route où habite sa maîtresse. Quand ils ont franchi le pas de la porte, j'ai ressenti malgré ma joie de les revoir une immense fatigue dans tout mon corps. Ils revenaient vivre la même attente, la même peur sans visage. Quelques jours avant la fin de leur séjour chez ma mère, j'ai pris soin de leur faire dire dans une lettre que Daniel n'était toujours pas rentré chez lui. Une façon d'atténuer la déception du retour au bercail. Plus que Daniel, c'est eux que j'ai le sentiment de tromper, de trahir. Daniel pourrait comprendre les détours inexorables de ma vie en son absence, mais que dire d'autre à ces innocents? Comment les protéger, sinon avec des mensonges? Là, je passe à un autre texte d'une écrivaine contemporaine aussi, Émilie Prophète. Et là, c'est encore une histoire d'un déclassement d'une famille, surtout d'une femme, mulâtresse, qui est sommée, puisque la famille a perdu un peu de sa superbe économique, d'épouser un homme noir. Fous, ils l'étaient sans doute tous. Elle ne se rappelait un seul jour sans qu'il y ait une dispute, sans que Madeleine casse une assiette, une carafe quelconque. Elle se mettait alors à rire de manière hystérique ou à pleurer comme une gosse mal élevée. Alix avait prononcé en premier dans la maison le mot « folle ». C'était un lundi matin. Madeleine était vêtue d'un peignoir vert, délavé sur des ongles de ses pieds nus, un vernis qui avait dû être posé et très mal plusieurs semaines auparavant s'écaillait. Et ses cheveux noircis dont certaines mèches avaient la forme des bigoudis qu'elle venait d'enlever lui tombaient sur la nuque et le front. Le vieux vêtement était à demi ouvert. Et Rose et sa sœur, qui se préparaient pour aller à l'école, ainsi qu'Alix, qui en était déjà à 7 heures du matin à sa 5e cigarette, voyant son ventre bedonnant, ses cuisses plissées. Elle expliquait que quelqu'un était entré dans la chambre la veille, un homme, et qu'ils avaient eu une très longue conversation jusqu'au petit matin, qu'il était d'une grande beauté, qu'il lui avait baisé la main avant de partir. Alix, dont le visage disparaissait derrière les volutes de fumée, avait lâché le mot. Madeleine s'était mise à pleurer. Personne n'avait tenté de la consoler. Sa folie était devenue officielle. Le père indifférent venait de dire tout haut ce que les filles savaient au fond d'elles depuis plusieurs mois.
et elles avaient presque 16 ans. Ce jour-là avait également annoncé un autre cycle, celui du silence. Rose et Lila étaient parties pour l'école sans prononcer un mot. Elles étaient maigres, elles marchaient tous les jours jusqu'à l'école et s'entendaient appeler petite mulâtresse piétonne. Parce qu'il y a des gens en Haïti qui ne marchent pas, qui ne vont qu'en voiture. Rose s'en fichait, Lila était malheureuse. Et un texte de moi, de La couleur de l'aube, qui est un texte de ces familles du milieu populaire urbain de Port-au-Prince aujourd'hui. Alors c'est un texte construit des monologues entrecroisés de deux sœurs. Le frère n'est pas rentré. Le roman se déroule pendant une journée. Toute la journée sera la quête de ce frère qui a disparu. Et en même temps, chacune va se révéler à elle-même et aux autres. C'est tout au début. Dans la matinée, elle découvre en se réveillant que le frère n'est pas rentré. Quand quelques minutes plus tard, Mère nous a rejointes dans la cour arrière, je commençais à peine à boire mon café. Elle a juste dit « L'une de vous s'est-elle au Fignolet à passer la nuit ?» et n'a pas entendu de réponse. Visiblement, Mère souffre. Mère souffre en silence. Quelque chose s'est arraché d'elle. Elle est tout entière dans ce manque, ce grand trou vide, tout entière dans la souffrance et dans l'attente de Fignolet, mais elle ne le dira pas. Mère a dû vaciller devant le lit vide de son fils et a invoqué ses lois, comme on attrape des béquilles. Mère vacille, mais ne tombe jamais. Tant que Mère existe, la fin du monde n'aura pas lieu. Malgré les rondeurs accumulées avec les années, Mère est encore belle. Non point de cette beauté qui fit scandale il y a quelques années, Mère est une souveraine en déclin, et ce matin une souveraine triste. L'attente lui fait une bouche comme une île sauvage au milieu du visage et des yeux d'horizon lointain. Les mains posées sur les genoux, elle a murmuré dans un balancement de tout son corps « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs ». De l'absence de Fignolet, elle n'a pas dit un seul mot, pas un seul. Préférait accorder sa voix au fouet, à la rigoise, qu'Angélique, donc c'était l'autre sœur, a appliqué sur le dos de Tilouze, qui a une restavec, qui est en domesticité chez elle. Parce qu'en Haïti, c'est comme s'il y a une sorte d'escalier de la domination. Jusqu'aux plus basses classes sociales, on peut avoir un restavec. Ça peut être un apprenti dans un garage, ça peut être... Voilà. La rigoise qu'Angélique a appliquée sur le dos de Tilouze, sur les frêles jambes de Gabriel, qui est son fils. Je rejoins Mère dans ce concert étrange, où bientôt nous hurlons toutes les trois. Tout au fond de nous, nous savons que Tilouze et Gabriel sont étrangers à ces cris, étrangers à cette colère. Nous hurlons malgré nous. Nous hurlons parce que nous ne pouvons pas parler de la seule chose qui nous soulagerait, de la seule chose qui nous rendrait à notre humanité. Nos souffrances ont commencé depuis trop longtemps. Et ceux à qui nous en voulons sont trop loin. Tilouze et Gabriel sont, eux, à portée de voix, à portée de main. Nous sommes cruels par défaut, méchantes par obligation. J'ai parlé de cette jeune haïtienne qui, il y a 2 ans, a écrit donc un roman en créole. On va rapidement lire le texte. Je vous le présente en créole. Dans le corridor, il y a un petit bouc, grossé en plat main, c'est là Acela avec petite fille à vivre. Alors, à Corridon, c'est là que Acela vit avec sa petite fille. Acela fait que saute dans danse loi caille Vierge. Elle revient d'un service vaudou chez Vierge. Là, il y a un groupe missionnaire débarqué dans Corridon, vient prêcher bonne nouvelle Jésus-Christ. Au moment où un groupe de missionnaires protestants sont arrivés pour parler, pour dire la bonne parole de Jésus-Christ. Alors, la mission a distribué de la nourriture, des vêtements,
et des quantités d'autres choses en prêchant de porte en porte. Le groupe est composé de 20 femmes. Dans le groupe, il y a 20 femmes. Au milieu d'elle, il y a une femme à la peau claire, aux longs cheveux, qu'on appelle Madame Leroy. C'est lui-même, c'est elle alors qu'elle est venue frapper à la porte d'Asséla. Et tout de suite, cette femme missionnaire, ses yeux tombent sur la petite fille qui s'appelle Myrna, la petite fille de Asséla, et il lui dit « Restez mes amis, à la belle petite fille. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, votre fille. C'est votre fille, madame, c'est demoiselle ou madame. À la Timoun semblait avec somme. » Et évidemment, ça va être le début de l'histoire d'adoption. Le dernier texte que je vais présenter, c'est le texte de Mimose Beaubrun qui s'appelle Nandomi. Mimose Beaubrun est chanteuse du groupe Boukman Expérience, mais en même temps c'est une anthropologue, donc qui a fait ses études à la faculté, et elle fait le récit de sa propre initiation au vaudou. Un très beau texte. Madison Smart Bell, écrivain américain, dans sa préface de Nandomi, voilà ce qu'il dit. Nandomi est le seul récit offert au public jusqu'à présent d'une pratique du vaudou privé, mystique, intérieure. Alors, pour ne pas vous distraire, son contenu établit le même rapport au cérémonial vaudou que le zen au bouddhisme conventionnel, le soufisme à l'islam conventionnel, la pratique des saints délaissés au christianisme conventionnel. Mimose Beaubrun a étudié le vaudou pendant la moitié de sa vie, mais elle en est aussi une adepte et dans cet ouvrage d'une valeur inestimable, elle se dépouille de tout appareil universitaire pour parler du cœur même du vaudou. Alors c'est la première prise de possession de Mimose. J'étais debout en train de danser devant les tambourineurs, le pot d'eau toujours dans la main, parce qu'elle était dans un rite d'initiation. Alors je ne fis plus attention. Je me laissais aller dans ma danse. À un moment, je me dis, mon Dieu, comment m'arrêter? Mais je ne pouvais retenir cette pensée. La danse, le son, le rythme étaient plus forts. Ils entraînaient mon corps dans une ronde folle. Je pouvais tout entendre malgré le bruit assourdissant des tambours. Je ne parvenais pas à parler. J'étais incapable de prononcer un mot, engourdi par un sommeil de plomb, en même temps qu'éveillé. Je me plaisais dans cet état entre deux eaux, profondément endormie et pleinement consciente de moi-même. Une résidente du Laco, Madame Reynolds, me demanda d'aller honorer le père de la caille. Elle me conduisit à l'intérieur de la caille mystère, donc l'hôtel. Elle me présenta un œuf sur un plateau blanc, de la farine de manioc, que je n'aimais pas, et du sirop d'orgeat, puisque chaque divinité a des vêtements, des couleurs correspondant à cette divinité, mais en même temps de la nourriture spécifique. Puis je mangeai un peu de farine et bus du sirop. Je dis merci à la dame sans prononcer un mot, c'est-à-dire dans un langage mental. Elle comprit et me répondit avec politesse « Je suis à ton service ». Je lui pris la main, la conduisis vers un lieu et lui dis qu'en ce lieu, il y avait une mare, en créole, une mare, qui avait séché comme présage de la carence de gens assoiffés de connaissances. Elle me répondit qu'en effet, il y avait une mare, mais qu'elle ne l'avait pas connue. Je la touchai et son corps tout entier trembla. Elle tomba au sol. Et je me suis réveillée dans une mare d'eau à quelques mètres au sud-ouest de la caille Mistet. Il y avait des gens autour de moi qui me regardaient. Je ne comprenais pas le pourquoi de toute cette attention dont j'étais entourée. Je ne cherchais pas non plus à comprendre. Lolo, qui est son compagnon, qui est chanteur du groupe, me prit la main et me chuchota à l'oreille « Tu avais un loi », ça veut dire que tu as été possédé par une divinité. Cela n'avait aucune importance pour moi. Je n'étais ni contente ni fâchée, seulement moi je savais que j'étais en train de rêver. Lolo me couvrit de sa chemise. Il me posa quelques questions sur mon état, du genre « Comment te sens-tu? As-tu froid? Veux-tu changer de robe? Elle est mouillée. » Je ne répondis même pas.
Je ressentais une sorte d'indifférence, un sentiment de non-pitié. Cet état qui ne tolère aucun apitoiement sur soi-même ou sur quoi que ce soit, puisque rien n'est important en soi. 3 choses sont importantes à retenir, puisque c'est surtout des pistes de réflexion que je propose. Voilà pourquoi ce corps qui expérimente une autre dimension, c'est par ce corps que précisément la population cherche à échapper à ce contrôle du biopouvoir, de la biopolitique. Ce qui est intéressant dans ce livre, deuxième leçon qui est intéressante, c'est que son initiation sera faite par une prêtresse, en dehors de Port-au-Prince. Donc ce qui confirme ce pouvoir absolument égalitaire que les femmes dans la religion vaudou ont. Autre chose intéressante, la question du genre dans le vaudou. Puisque une femme peut être possédée par une divinité mâle, un mâle peut être possédé par une divinité féminine, donc la question du genre n'est pas posée dans le vaudou de la même façon que, telle que la loi, le code Napoléon, l'entrevoit. Donc c'est intéressant de voir qu'avec ce texte de Mimose Beaubrun, nous entrons précisément dans cette autre dimension du corps. Et cette Nigérienne, quand elle a, dans son livre qui parle de « Invention of Woman », l'invention de la femme, ces analyses collent très bien à cette prise de possession que Mimose Beaubrun décrit dans son texte. En conclusion, la production d'un savoir des femmes sur elles-mêmes et la différence avec le savoir produit par le patriarcat est aussi un sujet important. L'approche féministe de l'épistémologie cherche à établir la création de connaissances selon un point de vue féminin. Pour finir, nous dirons que la culture de la femme ne devrait pas être vue en termes littéraires seulement, mais aussi anthropologiques, comme la culture des peuples opprimés qui ont nourri les autres sans le savoir. La revendication fondamentale de ces écritures n'est pas de laisser l'œil pour aller grossir la fureur des vents tout autour, mais d'opérer un déplacement total, un bouleversement radical, en abandonnant ces zones cycloniques pour questionner cette division du monde et le vrai sens de la vie, afin que le seul avenir qui nous reste ne soit pas que le monde aille à sa perte. Merci.